je voudrais vous raconter une histoire qui me hante encore aujourd'hui. Cela s'est passé il y a 3 ans, dans une petite ville du Texas. Un homme nommé Michael Harrison vivait avec un lion comme animal de compagnie dans sa maison. Le 28 avril, des voisins ont entendu des cris provenant de sa maison. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé Michael mort dans le salon, le lion Simba, âgé de 2 ans, se tenant à côté du corps. Ce que j'ai appris sur cet homme m'a fait reconsidérer beaucoup de choses. Michael n'était pas fou. Ce n'était pas un toxicomane ou un malade mental. C'était un homme ordinaire de 44 ans qui travaillait comme mécanicien automobile dans une station-service locale. Il avait une femme, Sandra, 2 enfants adolescents et une maison en banlieue avec un grand jardin. Michael a toujours aimé les animaux. Enfant, il avait des chiens, des chats et des hamsters. Adolescent, il rêvait de devenir vétérinaire, mais sa famille n'avait pas les moyens de lui payer des études. Au lieu de cela, il s'est engagé dans l'armée, a servi pendant 4 ans, est rentré chez lui et a épousé sa petite amie du lycée. Ils ont construit une vie tranquille et mesurée dans une petite ville. Tout a changé en 2021, lorsque Michael a vu une annonce sur l'Internet. Un zoo privé d'un État voisin vendait des lionceaux. Le prix était choquant, 20 000 $ pour un lionceau. Mais Michael est fasciné. Il a montré l'annonce à sa femme et à ses enfants. Sandra s'y oppose catégoriquement, mais Michael a déjà pris sa décision. Il a contracté un prêt et acheté un lion de 3 mois. Simba est arrivé chez eux dans une caisse métallique de la taille d'une boîte à chiens. Le lionceau était minuscule, pas plus grand qu'un chiot du Labrador. Il avait d'immenses yeux jaunes et une fourrure rousse duveteuse. Michael est immédiatement tombé amoureux. Il a pris le lionceau dans ses bras, l'a nourri au biberon et a joué avec lui sur le sol du salon. Simba dormait dans son lit. Sandra m'a raconté plus tard que les premiers mois ressemblaient à un conte de fées. Simba était enjoué et affectueux. Il courait partout dans la maison, jouait avec les enfants, ronronnait quand Michael le caressait. Les voisins venaient m'en voir cet animal inhabituel. Michael était fier de son lion et disait souvent « C'est mon fils, il fait partie de notre famille ». Mais dès cette époque, des signes avant-coureurs sont apparus. À l'âge de 6 mois, Simba pesait déjà 40 kilos. Ses morsures enjouées sont devenues douloureuses. Un jour, il a accidentellement griffé son fils cadet Michael. En jouant, 3 profonds sillons sur son bras ont nécessité des points de suture. Michael dit au médecin de l'hôpital que l'enfant a été griffé par un chien. Il ne voulait pas avoir de problème avec les autorités. Sandra commence à insister pour que le lion soit confié à un zoo ou à un sanctuaire. Michael refusa même d'aborder le sujet. Il construisit une grande cage dans la cour, mais Simba n'y passait que la nuit. Pendant la journée, le lion était libre de se promener dans la maison. Michael a installé des serrures spéciales sur toutes les portes extérieures afin que Simba ne puisse pas sortir. À l'âge d'1 an, Simba pesait 120 kilos. On pouvait entendre ses grognements à plusieurs pâtés de maison. Les voisins ont commencé à se plaindre auprès de l'administration municipale. Le service de contrôle des animaux s'est rendu plusieurs fois chez les Harrison, mais Michael disposait de tous les permis nécessaires. Au Texas, la propriété privée d'animaux exotiques est légale, moyennant l'obtention d'une licence. J'ai parlé au vétérinaire qui a observé Simba. Le docteur James Parker m'a dit qu'il avait prévenu Michael des risques. « Un lion n'est pas un chien », lui a-t-il dit.
C'est un prédateur de 200 kilos à l'instinct de tueur. Même s'il vous aime, un mauvais moment peut être fatal. La réponse de Michael était toujours la même. Tu ne comprends pas notre lien. Le premier incident sérieux se produit en décembre 2022. Michael rentre du travail fatigué et irritable. Il avait eu une journée difficile. Une pièce coûteuse s'était cassée et un client lui criait dessus lorsqu'il entra dans la maison. Simba accourut pour l'accueillir, comme d'habitude. Mais cette fois, Michael repoussa le lion trop brutalement. Simba n'a pas compris l'agression. Ses instincts se sont mis en marche, instantanément. Il plaqua Michael contre le mur et lui grogna au visage, montrant des crocs de 5 centimètres de long. Michael s'est figé. Il est resté immobile pendant près de 10 minutes, jusqu'à ce que Simba s'éloigne. Après cet incident, sa femme et ses enfants sont allés vivre chez les parents de Sandra. Michael resta seul à la maison avec le lion. Sa voisine, Mary Johnson, les voyait tous les jours. Michael sortait dans la cour avec Simba en laisse, une chaîne spéciale qu'il avait commandée en ligne. Le lion était énorme, sa crinière était entièrement formée, ses muscles roulaient sous son pelage doré. On aurait dit un père et un fils, m'a dit Mary. Michael lui parlait, le caressait, jouait avec lui. Mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Michael a continué à insister sur le fait que Simba était en sécurité. Il a posté sur les réseaux sociaux des vidéos le montrant, en train de câliner le lion, de le nourrir dans ses bras, et même de dormir à côté de lui sur le canapé. Les commentaires étaient remplis d'admiration et d'horreur. Certains ont écrit qu'il s'agissait d'un lien magnifique entre l'homme et l'animal. D'autres annonçaient une tragédie imminente. Le vétérinaire Parker m'a raconté la dernière visite de Michael à la clinique. C'était une semaine avant la tragédie. Simba pesait déjà 210 kilos. À l'examen, le lion est calme, mais Parker remarque un changement dans son comportement. Il est devenu plus territorial, explique le médecin. C'est normal pour un lion mâle adulte, mais pour un animal de compagnie, c'est synonyme de danger. Michael s'est plaint que Simba était devenu moins obéissant. Le lion ne répondait pas toujours aux ordres, grognant parfois lorsque Michael essayait de lui prendre de la nourriture. La dernière fois, Parker a essayé de le convaincre de confier l'animal à un sanctuaire spécialisé. Michael a de nouveau refusé. « C'est mon fils », a-t-il déclaré. « Je ne l'abandonnerai jamais. » Le 27 avril, Michael a écrit son dernier message sur Facebook. Sur la photo, il câline Simba, le lion regardant directement l'appareil photo avec ses yeux jaunes. La légende se lit comme suit. « Il y a 7 ans, je pensais que je savais ce que je faisais. Il y a 7 ans, je pensais savoir ce qu'était l'amour. Mais seul Simba m'a montré la vraie dévotion. Nous ne nous séparerons jamais. » Des dizaines de commentaires, allant de l'admiration à la mise en garde, ont été postés sous l'article. Le lendemain matin, Michael nourrit Simba comme d'habitude et le laisse sortir de sa cage. Le lion avait faim. Michael le nourrissait toujours, une fois par jour, avec une grosse portion de viande. Mais ce jour-là, quelque chose ne va pas. Peut-être Michael est-il allé trop vite, peut-être Simba était-il particulièrement excité. Personne ne le saura jamais. Mary, une voisine, a entendu les bruits à 11h30 du matin. Elle a d'abord entendu le grognement de Simba, qui n'était pas enjoué, mais territorial et menaçant. Puis les cris de Michael. Mary a immédiatement compris que quelque chose de terrible était en train de se produire. Elle appelle la police et une ambulance. 7 minutes plus tard, le bruit des sirènes retentit dans la rue tranquille. La police ne pouvait pas entrer dans la maison tant que Simba s'y trouvait.
Ils ont vu le lion par la fenêtre du salon. Il se tenait au-dessus du corps de Michael, le protégeant comme une proie. Un spécialiste du contrôle des animaux est arrivé 1 heure plus tard avec un tranquillisant et un équipement spécial. Simba a été endormi avec une fléchette sédative et placé dans une cage de transport. Lorsque j'ai lu le rapport du médecin légiste, j'en ai eu le souffle coupé. Michael est mort des suites de multiples blessures, au cou et à la poitrine. Simba ne jouait pas, ne se défendait pas, il chassait. Les instincts d'un prédateur de 200 ans ont pris le dessus sur 7 ans de vie au sein d'une famille humaine. Pour le lion Michael, à ce moment-là, il a cessé d'être papa pour devenir une proie. Simba a dû être endormi. Aucun sanctuaire ou zoo n'était prêt à accueillir un lion ayant tué un être humain. Le vétérinaire Parker a administré lui-même l'injection. Ce fut la décision la plus difficile de ma carrière, m'a-t-il dit. Simba n'était pas un animal méchant. Il suivait simplement sa nature. Mais maintenant, il était trop dangereux pour la société. Sandra, la femme de Michael, n'a pas voulu être interviewée. Elle a déménagé dans un autre État avec les enfants et a demandé à tout le monde de les laisser tranquilles. Mais son avocat avait un message à faire passer. Sandra veut que les gens comprennent que Michael n'était pas une mauvaise personne. Il aimait sincèrement ce lion, mais l'amour n'est pas toujours synonyme de sécurité. La maison des Harrison est vide depuis 3 ans. Personne ne veut acheter l'endroit où la tragédie a frappé. Une grande cage métallique construite par Michael pour Simba se trouve toujours dans la cour. Les voisins disent que parfois, la nuit, ils croient entendre le rugissement d'un lion. Mais ce n'est que de l'imagination, bien sûr. J'ai beaucoup réfléchi à cette histoire en étudiant les dossiers. Michael Harrison n'était ni un fou, ni un aventurier. C'était un homme ordinaire qui est tombé sous le charme de la nature sauvage. Il voulait créer un lien spécial avec un animal inhabituel. Mais il a oublié une chose importante. Les animaux sauvages restent sauvages, même lorsqu'ils sont élevés dans un environnement familial. Aux États-Unis, il y a plus de lions vivants dans des propriétés privées que dans les régions sauvages d'Afrique. Des milliers de personnes, à travers le pays, gardent des prédateurs exotiques comme animaux de compagnie. La plupart d'entre eux croient sincèrement que leurs animaux sont en sécurité et qu'ils ont créé un lien spécial. Mais les statistiques sont brutales. Des dizaines d'attaques ont lieu chaque année. Les experts en comportement animal l'expliquent simplement. Des millions d'années d'évolution ne peuvent être effacées par 7 ans de vie dans un foyer humain. Le lion est génétiquement programmé pour être un prédateur. Il n'a pas le choix. Lorsque ses instincts se manifestent, il devient une machine à tuer de 200 kilos. L'histoire de Michael et Simba nous montre les limites de l'amour humain pour les animaux. Nous pouvons aimer les animaux sauvages, les admirer, les protéger, mais nous ne pouvons pas changer son essence. Le lion n'est pas un chien qui a évolué aux côtés de l'homme pendant des milliers d'années. Le lion est un prédateur royal qui devrait vivre dans la savane et non dans le salon d'une maison texane. Le vétérinaire Parker m'a dit à la fin de notre conversation. Michael pensait que l'amour pouvait vaincre la nature. Michael pensait que l'amour pouvait vaincre la nature. Mais la nature ne sait pas ce qu'est l'amour. Elle ne connaît que l'instinct, le territoire et la survie. Lorsque nous l'oublions, nous mettons en danger notre vie et celle des animaux que nous sommes censés aimer. Aujourd'hui, la maison où Michael Harrison a vécu est silencieuse. Il n'y a plus le rugissement du lion qui réveillait les voisins le matin. Il n'y a plus l'homme qui croyait vraiment qu'un prédateur sauvage pouvait devenir un membre de la famille. Il ne reste que les souvenirs d'une tragédie
qui aurait pu être évité si un homme avait pris conscience d'une vérité simple. Certains animaux ne peuvent être apprivoisés. Cette grande histoire n'a rien à voir avec la méchanceté des animaux sauvages. Simba n'était pas un monstre. C'était un lion qui suivait son instinct. Il s'agit d'une histoire sur ce qui se passe lorsque les émotions humaines entrent en conflit avec les lois de la nature. Et la nature gagne toujours. En approfondissant l'histoire, je me suis rendu compte que la tragédie de Michael et Simba n'est pas un incident isolé. Elle fait partie d'un problème plus vaste qui s'aggrave d'année en année. Le commerce d'animaux exotiques aux États-Unis représente une industrie d'1 milliard de dollars. Et les lions ne sont que la partie émergée de l'iceberg. J'ai contacté Tina Watson, spécialiste des animaux exotiques à l'Université du Texas. Elle étudie la propriété privée des prédateurs sauvages depuis 15 ans. Les gens achètent des lionceaux, des tigres, des oursons, en pensant que c'est comme avoir un gros chien, m'a-t-elle expliqué. Mais ils ne se rendent pas compte de ce qui les attend. Tina m'a communiqué des chiffres terrifiants. Environ 5000 tigres et 3000 lions sont détenus par des particuliers aux États-Unis. C'est plus que le nombre d'animaux vivants dans tous les zoos du monde réunis. La plupart des propriétaires n'ont aucune expérience des animaux sauvages. Ils achètent les lionceaux en ligne, comme un produit d'Amazon. Le prix d'un lionceau varie de 10 à 40 000 dollars, en fonction de son pédigré et de sa couleur. Mais l'achat n'est qu'un début. Un lion adulte mange 10 à 15 kilos de viande par jour. Le nourrir coûte 1000 dollars par mois, sans compter les services vétérinaires, les cages spéciales, les assurances. J'ai trouvé un vendeur qui a accepté de me parler sous le couvert de l'anonymat. Jerry, nom fictif, possède une ferme privée en Floride où il élève des grands félins pour les vendre. Il possède 70 animaux, lions, tigres, cougars, lynx roux. Je vends un rêve, m'a-t-il confié. Les gens veulent se sentir spéciaux, uniques. Un lion dans la maison, c'est un statut. Jerry m'a confié que 90% de ses clients ne sont pas prêts à affronter la réalité de la possession d'un prédateur. Ils voient un mignon lionceau et tombent amoureux. Mais un an ou deux plus tard, ils appellent et demandent à reprendre l'animal. À ce moment-là, le lion n'est plus un adorable chaton, mais une machine à tuer vieille de 200 ans. Qu'advient-il de ces animaux? Les possibilités sont limitées. La plupart des zoos n'acceptent pas les lions provenant de particuliers, car on ne connaît ni leur génétique, ni leur état de santé, ni leurs éventuels problèmes de comportement. Les réserves sont surpeuplées. De nombreux animaux sont tout simplement endormis ou vendus à des fermes à gibier, où ils sont tués pour le divertissement. J'ai visité l'un de ces sanctuaires dans le Colorado. Le Feral Cat Sanctuary héberge 120 grands félins, anciens animaux de compagnie, animaux de cirque, prédateurs abandonnés par leurs propriétaires. La directrice du refuge, Maria Gonzalez, m'a montré les rangées de cages où lions, tigres et cougars finissent leur jour. Chaque animal, ici, est le rêve brisé de quelqu'un, explique Maria. Ce lion vivait dans un appartement de Los Angeles jusqu'à ce qu'il morde l'enfant d'un voisin. Cette tigresse était une star d'Instagram jusqu'à ce qu'elle devienne trop agressive. Tous ces animaux auraient pu vivre dans la nature, mais ils sont maintenant enfermés dans des cages pour toujours. Le plus tragique, c'est que ces animaux ne peuvent pas retourner à l'état sauvage. Ils ne savent pas chasser, ils ne savent pas survivre sans l'homme. Ils sont condamnés à passer leur vie en captivité à cause de l'égoïsme humain. Ce n'est pas de leur faute, mais ils paient le prix de nos erreurs. J'ai parlé au psychologue David Black,
qui étudie les motivations des personnes qui achètent des animaux exotiques. C'est souvent lié à un besoin de contrôle et de pouvoir, explique-t-il. Posséder un lion, c'est contrôler une force de la nature. Cela vous donne un sentiment d'importance, d'unicité. Monsieur Black m'a parlé du syndrome de Tarzan, c'est-à-dire du désir qu'ont les humains de dominer les animaux sauvages, de dompter l'indomptable. Ils pensent que leur amour est spécial, qu'ils peuvent y changer des millions d'années d'évolution. Mais les animaux ne comprennent pas les émotions humaines. Pour un lion, vous êtes soit une proie, soit une menace, soit un membre de la fierté. Il n'y a pas d'autres options. En revenant sur l'histoire de Michael, je me suis rendu compte qu'il était un représentant typique de ses propriétaires. Un homme ordinaire d'âge moyen en crise qui cherche un moyen de se sentir spécial. Le lion est devenu pour lui un moyen d'échapper à la réalité grise d'un mécanicien automobile de petite ville. Sandra, la femme de Michael, a accepté de me parler au téléphone. Elle avait déménagé en Californie et changé de nom de famille pour tenter d'oublier le passé. Michael était un bon mari et un bon père, dit-elle d'une voix tremblante. Mais ce lion l'a changé. Il est devenu obsédé. Le lion était plus important que la famille, plus important que tout. Sandra a donné des détails qui ne figuraient pas dans les rapports de police. Michael consacrait la totalité de son salaire à l'entretien de Simba. La famille vivait d'un salaire à l'autre. Les enfants n'avaient pas les moyens de s'acheter de nouveaux vêtements. Mais le lion recevait la meilleure viande d'une ferme locale. Michael faisait des heures supplémentaires pour payer les factures du vétérinaire. Il parlait au lion plus qu'à nous, se souvient Sandra. Il lui racontait ses problèmes, ses projets, ses rêves. J'avais l'impression d'être un troisième figurant dans ma propre maison. Les enfants avaient peur d'inviter des amis. Comment pouvaient-ils expliquer qu'il y avait un lion dans le salon? Au cours des derniers mois précédant la tragédie, Michael ne quittait pratiquement plus la maison, sauf pour aller travailler. Il passait tout son temps libre avec Simba. Il refusait de voir ses amis, de participer à des événements familiaux ou même de regarder la télévision. Son univers se réduisait au travail et au temps passé avec le lion. J'ai essayé de lui faire voir. Un conseiller, poursuit Sandra. Mais il s'est mis en colère lorsque j'ai abordé le sujet. Il m'a dit que je ne comprenais pas le lien qui l'unissait à Simba, que c'était un amour spécial, que les gens ordinaires ne pouvaient pas comprendre. Ces dernières semaines, Michael était devenu paranoïaque. Il craignait que les autorités ne lui retirent le lion, que les voisins ne portent plainte, que les vétérinaires n'endorment Simba de force. Il a installé des caméras autour de la maison pour surveiller le lion lorsqu'il était au travail. Il les vérifiait toutes les demi-heures à l'aide de son téléphone. Ses collègues de travail ont remarqué un changement dans le comportement de Michael. Il est devenu irritable, distrait, parlant constamment du lion. Son patron l'a réprimandé à plusieurs reprises pour des erreurs dans son travail. Michael a attribué cela à la fatigue. Il ne dormait presque pas, s'inquiétant pour Simba. J'ai étudié le dossier médical de Michael pour la dernière année de sa vie. Il s'est rendu chez le médecin en se plaignant d'insomnie, d'anxiété et de maux de tête. Le médecin lui a prescrit des sédatifs, mais Michael a refusé de les prendre, craignant que cela n'affecte sa réaction lorsqu'il interagit avec le lion. Les analyses de sang ont révélé des carences en vitamines et des signes de stress chronique. Michael était maigre, mangeait mal et était constamment en état d'alerte. Son corps fonctionnait à une vitesse vertigineuse. C'est peut-être la fatigue et le stress qui ont déclenché l'erreur fatale en ce jour d'avril. J'ai essayé de reconstituer les événements de ce matin-là à partir des témoignages des voisins et des images de vidéosurveillance. Michael s'est levé à 6 heures du matin, comme d'habitude.
Il a bu du café et a regardé Simba à travers la caméra de sa cage. Le lion dormait profondément. À 7 heures du matin, Michael est sorti dans la cour et a ouvert la cage. Normalement, il nourrit Simba immédiatement après l'avoir libéré de sa cage. Mais ce jour-là, il y avait eu un problème. Il avait peut-être oublié la viande dans le réfrigérateur. Il a peut-être décidé de faire sortir le lion d'abord et d'apporter la nourriture ensuite. Nous ne connaîtrons jamais la séquence exacte des événements. Un voisin a vu Michael et Simba entrer dans la maison par la fenêtre vers 8h30. Le lion avait l'air excité, enjoué. Michael semblait fatigué et se déplaçait plus lentement que d'habitude. Ils ont été vus pour la dernière fois ensemble dans le salon à 8h30. 1 heure plus tard, le cauchemar a commencé. L'expert en comportement animalier, qui a étudié le cas, a suggéré plusieurs scénarios possibles. Simba aurait pu percevoir la lenteur de Michael comme un signe de faiblesse et activer son instinct de chasseur. Ou bien Michael a trébuché et est tombé, et le lion a réagi instinctivement à la proie qui gisait sur le sol. Pour un prédateur de la taille d'un lion, il suffit d'un mauvais signal, explique l'expert. Si la proie se comporte comme un animal blessé, se déplace lentement, tombe, montre des signes de faiblesse, les instincts se déclenchent automatiquement. 7 ans de vie dans une maison ne peuvent pas compenser des millions d'années d'évolution. En faisant des recherches sur le dossier, je suis tombé sur les images des caméras de sécurité du domicile de Michael. La police les a confisquées comme pièces à conviction, mais certaines d'entre elles ont ensuite été remises à la famille. Ce que j'ai vu sur ces images me hante encore aujourd'hui. Les images de la semaine précédant la tragédie montrent Michael jouant avec Simba dans le salon. Le lion est énorme, sa tête est au niveau de la poitrine de l'homme. Michael rit, caresse le lion, l'embrasse même sur le museau. Mais si vous regardez bien, vous pouvez voir la tension dans la posture de Simba, la méfiance dans ses yeux jaunes. Le docteur Sarah Mitchell, spécialiste du comportement des grands félins, m'a aidé à analyser les images. Le lion montre des signes classiques de stress, explique-t-elle. Ses oreilles sont rabattues vers l'arrière, sa queue s'agite et ses muscles sont tendus. Il tolère le toucher, mais il ne l'apprécie pas. Ce n'est pas du jeu, c'est de la soumission forcée. Un autre enregistrement montre Simba allongé dans un coin du salon, pendant que Michael regarde la télévision. De temps en temps, le lion lève la tête et regarde l'homme d'un long regard évaluateur. Il l'étudie, commente Mitchell. C'est le comportement d'un prédateur qui choisit le moment d'attaquer. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'instinct. La séquence la plus troublante est datée de 3 jours avant la tragédie. Michael essaie de prendre un os à Simba, qu'il est en train de ronger. Le lion grogne, montre ses crocs, et se plaque au sol dans une position défensive. Michael insiste et se rapproche. Simba fait un faux mouvement, un avertissement. Michael recule, mais je lis la peur dans ses yeux. C'était la dernière chance, dit Mitchell. Le lion a clairement dit « Ne t'approche pas de ma nourriture ». N'importe quel dresseur expérimenté aurait compris le signal. Mais Michael n'était pas un professionnel. C'était un amateur qui jouait avec le feu. J'ai contacté un ancien dresseur de cirque, Roberto Fernandez, qui a travaillé avec les grands félins pendant 30 ans. Il a accepté de visionner les images et de donner son avis d'expert. Son verdict a été sans équivoque. Cet homme a commis des erreurs graves tous les jours. Il a violé toutes les règles de sécurité lorsqu'il travaille, avec des prédateurs. Roberto a énuméré les principales erreurs de Michael.
Il a tourné le dos au lion, s'est assis à côté de lui, au même niveau, a laissé l'animal dominer le jeu, s'est nourri de ses mains et n'a pas respecté la hiérarchie. Dans le cirque, nous n'oublions jamais que nous travaillons avec un tueur, explique-t-il. Un moment de détente peut coûter la vie. Fernandez m'a parlé de sa propre expérience. En 30 ans de travail, il a subi 17 blessures graves causées par des grands félins. Muscles déchirés, os brisés, cicatrices dues aux griffes et aux crocs. Et ce, bien que je sois un professionnel, que je connaisse le comportement des animaux et que je prenne toutes les précautions nécessaires, un amateur n'a aucune chance. Dans les archives de l'hôpital local, j'ai trouvé des dossiers sur d'autres incidents impliquant des animaux exotiques dans le même comté. 5 ans avant la tragédie de Michael, une femme avait été grièvement mordue par un cougar domestique. 2 ans auparavant, un homme avait perdu 2 doigts en jouant avec un ours apprivoisé. Les statistiques sont effrayantes, mais peu de gens y prêtent attention. J'ai parlé au shérif du comté, Tom Jackson, qui a travaillé sur l'affaire Harrison. Nous savions que cela arriverait tôt ou tard, a-t-il admis. Nous avons reçu des plaintes concernant le rugissement du lion, l'odeur, le danger potentiel. Mais techniquement, tout était légal. Michael avait tous les permis nécessaires. Selon Jackson, les lois du Texas autorisent la possession d'animaux exotiques, à condition d'avoir un permis et de satisfaire à des exigences minimales de sécurité. Mais la surveillance est pratiquement inexistante. Nous n'avons pas les moyens de contrôler tous les propriétaires de lions ou de tigres, explique le shérif. Nous ne réagissons qu'en cas de plainte ou après une tragédie. Le problème c'est que la plupart des États ont des lois similaires. Dans 35 États, il est possible d'acheter et de détenir un lion en toute légalité. Les exigences sont minimales, permis, assurance, mesures de sécurité de base. Mais personne ne vérifie si une personne est physiquement et psychologiquement prête à vivre avec un prédateur. Après la tragédie de Michael, le législateur local a commencé à envisager un renforcement des règles. Michael Rodriguez, membre de l'Assemblée, a présenté un projet de loi visant à interdire la propriété privée des grands félins. Nous ne pouvons pas attendre la prochaine victime, a-t-il déclaré lors de l'audition. Les animaux sauvages doivent rester dans la nature, mais le lobby des propriétaires d'animaux exotiques s'est avéré plus fort. Ils ont engagé des avocats, organisé des rassemblements et affirmé qu'il s'agissait d'une violation de leurs droits constitutionnels. Le projet de loi a échoué à une voix près. Rien n'a changé. J'ai rencontré l'activiste Janet Cole, qui se bat depuis 15 ans pour interdire le commerce des animaux exotiques. Elle a perdu sa fille dans un incident similaire. Elle a été tuée par le tigre de compagnie d'un voisin. Toutes les tragédies de ce genre auraient pu être évitées, déclare Janet, les larmes aux yeux. Mais les gens n'apprennent pas des erreurs des autres. Janet me montre un dossier de coupures de presse, des dizaines de cas d'animaux exotiques ayant attaqué des personnes au cours des dernières années. Un homme tué par un tigre de compagnie dans l'Ohio, une femme malmenée par un chimpanzé dans le Connecticut, un enfant mordu par un loup apprivoisé dans le Montana. La liste est interminable. Les gens pensent qu'ils sont spéciaux, que leur histoire sera différente, explique Janet. Mais les lois de la nature ne font pas d'exception. Un prédateur reste un prédateur, quel que soit l'amour qu'on lui porte. Pour en revenir à la famille Harrison, j'apprends que les enfants de Michael suivent toujours une thérapie psychologique. L'aîné, âgé d'une 20aine d'années, m'a parlé au téléphone de ses cauchemars. Je me réveille encore en entendant des grognements, avoue-t-il. Parfois, je rêve que papa est encore en vie,
mais que Simba l'attaque à nouveau. Le plus jeune fils a refusé de parler de l'incident. Selon son psychologue, le garçon s'accuse d'être responsable de la mort de son père, pensant que s'il n'était pas allé vivre chez sa grand-mère, il aurait pu, d'une manière ou d'une autre, éviter la tragédie. Le psychisme de l'enfant n'arrive pas à digérer le fait que l'animal préféré de la famille soit devenu un meurtrier. Sandra reçoit encore des lettres de propriétaires d'animaux exotiques. Certains lui présentent leurs condoléances, d'autres l'accusent d'avoir trahi son mari en le laissant seul avec le lion. Certaines personnes vivent dans un détachement total de la réalité, dit-elle. Ils ne réalisent pas que ce qui est arrivé à Michael pourrait arriver à n'importe lequel d'entre eux. La maison des Harrison a tenté d'être vendue à 3 reprises. À chaque fois, l'affaire a capoté à la dernière minute. Les acheteurs ont reconnu l'histoire et se sont désistés. Les voisins se plaignent que la maison vacante attire les vagabonds et fait baisser la valeur de leur propriété. Mais il est presque impossible de trouver quelqu'un qui veuille vivre dans la maison du lion. Le journal local a publié l'anniversaire de la tragédie avec un grand article appelant à une modification des lois. Mais le tollé s'est rapidement calmé. Les gens ont lu l'article, ont été horrifiés, l'ont partagé sur les médias sociaux et l'ont oublié. La vie continue et le commerce d'animaux exotiques prospère.